Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, intéressante discussion sur les OKRs avec Brandon Roberge, cofondateur et président de la compagnie Recursive.io. Brandon nous partage qu'est-ce que les OKRs, comment les implanter, quoi faire attention lors de l'implantation et également, il nous partage l'outil qu'ils ont choisi pour créer et suivre l'évolution de leurs OKRs dans leur entreprise. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Brandon Roberge, cofondateur et président de Recursive, une entreprise en transformation numérique qui fait entre autres de très belles applications mobiles. Brandon, merci pour une deuxième fois d'être des nôtres. Merci d'être là. Comment vas-tu cette semaine? Ça va super bien. Merci encore de l'invitation. Un grand plaisir. On a eu la chance d'enregistrer un bel épisode avec Brandon sur tout ce qui est les matrices de compétences. Si vous vous demandez comment bien suivre votre gang de développeurs, bien les structurer pour voir comment les faire évoluer puis comment les amener dans des bons niveaux puis leur donner un beau parcours de conséquences. Cette semaine, on va parler d'un sujet quand même assez chaud en tout cas, moi, j'entends parler depuis longtemps, les OKR. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous l'avez implanté de votre côté. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. On a d'autres partenaires à travers le Québec qui l'ont fait. Ça a des bons côtés, ça a des moins bons côtés. C'est difficile des fois à maîtriser, mais si c'est bien maîtrisé, je pense que ça a une belle plus-value en avant. Puis vous êtes dans cette phase-là là, de vraiment, pas nécessairement implanter ça, mais d'amener ça à pleine vélocité, je pense, dans votre organisation chez Recursive. Donc, j'étais curieux d'en savoir un peu plus. Donc, aujourd'hui, on enregistre ça pour regarder c'est quoi des exemples, des pièges à éviter, mais comment s'assurer de l'adoption aussi, parce que c'est bien beau que la direction met ça en place, mais si les gens embarquent pas, ça fait une autre initiative de plus qui tombe dans les oubliettes, dans le cimetière des avancements de la compagnie. Donc voilà, je te pose la première question, Brandon. Qu'est-ce qu'un OKR? Super bonne question. OKR, dans le fond, c'est quelque chose c'est un acronyme qui veut dire Objective Key Result. Donc, ça met en opposition deux choses, justement, l'objectif, puis le Key Result qu'on pourrait traduire par résultat clé, je dirais. je connais pas le terme français. Donc, dans le fond, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, justement, pour atteindre des objectifs. Donc, dans une organisation, on a ce qu'on appelle les KPI, que probablement beaucoup de gens connaissent. Le KPI, c'est un peu quelque chose qu'on va se servir comme pour comparer puis voir le progrès d'une organisation. Par exemple, le chiffre d'affaires, le taux de roulement, des choses comme ça. Les OKR, c'est plus quelque chose qui va être... puis mentionner les KPI, c'est quelque chose qui va être sur le plus long terme. Donc, on peut comparer un KPI, mettons, de l'année 1 d'une entreprise avec le même KPI de l'année 10. OKR, c'est un petit peu plus momentané. Donc, c'est quelque chose souvent qu'on va définir sur un trimestre, sur 2 trimestres, sur une année financière, mais souvent, ça va pas sortir de ça parce que sinon, c'est quelque chose qui fit pas un peu dans le cadre de pourquoi on fait des OKR. Donc, comment ça fonctionne, c'est que le O, l'objectif, c'est le pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme objectif puis pourquoi on veut faire cet objectif-là. Donc, par exemple, on pourrait se donner comme objectif faire de notre entreprise le meilleur endroit où travailler. Donc ça serait notre objectif. Faut toujours s'arranger pour que ça soit un objectif qui est grand et qui est ambitieux. Si c'est trop simple, si c'est trop facile à atteindre, on perd un peu l'intérêt derrière le OKR. Je vais en parler un petit peu plus tard. Puis on a le Key Result, ça c'est plus le comment. Donc comment on va se rendre à cet objectif-là, comment on va faire en sorte qu'on réponde au pourquoi. Puis finalement on perd la track de finalement ces Key Results-là, pourquoi on les fait. On se souvient toujours du pourquoi parce qu'on a un objectif derrière ça. Donc je reviens à mon exemple tantôt de faire de notre entreprise le meilleur endroit où travailler. Je pourrais me mettre comme résultat clé, par exemple, un score de ENPS au-dessus de X.
un taux de roulement en bas de X, plus que X% des employés qui obtiennent une promotion chaque année. N'importe quel résultat qu'on attend de notre côté vis-à-vis de cet objectif-là. Puis, si jamais on se souvient pas, pourquoi on veut un taux de roulement en bas de X dans nos key results? Parce que on veut faire de notre entreprise le meilleur endroit où travailler. Donc ça, c'est un exemple qui est plus niveau RH, mais ça s'applique vraiment à tous les départements possibles d'une entreprise. Puis l'idée, c'est de faire des objectifs comme ça qui peuvent redescendre à travers l'organisation. Donc souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des objectifs d'entreprise. Puis après ça, dans les différents départements, dans les différentes équipes, on va faire redescendre ces objectifs-là. Puis après ça, les équipes puis les employés eux-mêmes vont pouvoir définir leurs propres objectifs, leurs propres key results qui sont en ligne avec les objectifs de l'entreprise finalement. Donc, si je résumerais de manière très haut niveau, tu me diras, Brandon, si j'ai pas le bon terme ou la bonne précision, parce que nous, notre côté, on n'utilise pas le principe d'OKR, mais on en entend souvent, on est plus sur le mode KPI avec des tactiques, vision à long terme. Donc, je résume ma compréhension. Le haut, l'objectif, c'est un peu plus une vision grandiose qu'on veut atteindre à travers le temps. Le côté key result, c'est plus le comment et la métrique à ce moment-là à atteindre. Et là, tu vas les débouler dans chacune de tes équipes pour tomber un peu plus précis en termes du comment et du métrique. Ça ressemblerait un petit peu à ça, si je comprends bien, là. Exactement. Et pour être capable d'implanter ça de votre côté, est-ce que vous le faites manuellement dans un fichier Excel? Avez-vous un outil que vous utilisez? Parce que ça, c'est le grand défi d'être capable de rapporter l'information de manière centralisée, de manière efficace et de le sous-déployer dans des équipes, là. Oui, exactement. Nous, pour la petite histoire, on a été depuis quelques années qu'on n'avait juste pas ça des objectifs. On se disait en gros, OK, on veut se rendre à tant d'employés, on veut se rendre à tant de chiffre d'affaires, mais c'était un peu flou. Il n'y avait pas de vision nécessairement extrêmement claire de qu'est-ce que concrètement on veut travailler cette année, qu'est-ce que concrètement on veut faire ce trimestre-ci. Donc, à partir d'une certaine planification stratégique, je me suis dit, faut qu'on se set des objectifs. Puis, faut que ces objectifs-là, finalement, on soit capable d'arriver un trimestre plus tard, de dire, est-ce qu'on a été capable de les atteindre? Est-ce qu'on est capable de mesurer si on a été capable de les atteindre? Donc, c'est là qu'on a commencé à déguider un peu dans les OKR puis ce framework-là. Au début, on le faisait dans Confluence, qui est pas un outil super convivial si on veut des rappels puis si on veut des updates. Ce qui arrivait, c'est qu'on les écrivait dans le Confluence, puis un trimestre plus tard, on se retrouvait en meeting stratégique. Et, oui, cet objectif-là, on l'avait complètement oublié. Fait que finalement, ça enlevait un petit peu le point de setter des objectifs comme ça si on s'en souvenait même plus après 3 mois qu'on l'avait seté. Donc, c'est là c'est comme ça qu'on a découvert l'outil qu'on utilise actuellement pour tout ce qui est gestion de performance des talents. J'en ai parlé aussi dans l'autre podcast qui s'appelle Lattice. LATTICE. C'est d'ailleurs à la base pour cet usage-là qu'on a découvert l'outil. On voulait quelque chose qui allait répondre à tous nos besoins, mais qui allait être assez fermé puis cadré pour forcer les gens à aller mettre à jour leurs objectifs, pour forcer les gens à voir où on est rendu dans nos objectifs, puis aussi pour que toute l'entreprise voit, OK, c'est quoi les objectifs de tel département, OK, c'est quoi les objectifs de tel autre département, c'est quoi les objectifs de l'entreprise au complet. Donc, c'est toutes des choses qui étaient un peu, tu sais, nous, on est 5 associés chez Recursive. Si à 5, on décide, OK, on veut atteindre tel objectif, mais que tout le reste de l'équipe est pas au courant, on s'en va pas tous dans le même sens. Donc, le but des objectifs, c'est vraiment de s'assurer qu'on est tous en ligne, que toute l'équipe sait où on s'en va. C'est comme un grand bateau, on s'en va dans telle direction, il faut que tout le monde rame du même sens. Sinon, ça se peut qu'on ait des problèmes. C'est aussi de la priorisation. Tu sais, dans une entreprise, il y a tout le temps 1000 projets possibles, lesquels on va attaquer ce trimestre-ci, lesquels on va attaquer cette année, lesquels sont plus importants que d'autres. Donc, pour que, par exemple, un employé soit engagé dans quelque chose, faut qu'on lui dise, OK, ça, c'est plus important que telle autre chose. Sinon, il y a tellement de projets devant lui que c'est difficile à prioriser. Je l'ai mentionné aussi, c'est pour responsabiliser les gens. Donc, que les gens sachent que on attend des résultats de trimestre en trimestre par rapport à l'évolution de l'entreprise. Puis c'est aussi, je sais pas le terme en français, mais pour empower nos gestionnaires, nos employés, pour qu'ils sachent que ils ont du pouvoir sur certains key results de l'entreprise. Puis ça leur permet d'avoir un plus grand impact sur
où on s'en va, quelque chose qui est plus grand que soi-même, là. Donc, c'est surtout pour ça qu'on l'a mis en place, là. Je trouve ça tellement intéressant, Brendan, de t'entendre parler parce qu'on a des parcours, deux entreprises qui sont similaires sur certains éléments. On fait les mêmes parcours d'évolution à différents niveaux, chacun de notre côté. Puis il y a tellement de similarités là d'un côté et de l'autre de ce que j'entends. J'aime ton analogie par rapport au bateau. On fait souvent cette analogie-là avec les gens. De notre côté, chez OpenMind, on a différents mécanismes qu'on a mis en place ou outils pour donner la vision. Donc, sur une échelle de 5 ans, on a un concept qui s'appelle la Vivid Vision, qui est une vision claire de où est-ce qu'on veut s'en aller. On la découle à ce moment-là annuellement et ensuite trimestriellement avec les Rocks sous le concept, le Gazelle de Scaling Up. En français, Hypercroissance. Il y a des excellents livres traduits par Cléo Maheu, qui est une coach assez incroyable ici au Québec là-dedans. Et ce qu'on dit à notre gang, c'est on est comme dans un bateau, là, tout le monde rame. Et si on n'a pas une direction claire où aller à long terme puis à court terme, tout le monde va ramer dans une direction différente. Et qu'est-ce qui arrive? Le bateau va tourner en rond puis tout le monde dépense plein d'énergie, mais l'énergie n'est pas diffusée dans une direction. Fait qu'on a un peu le même concept d'aller rallier à ce moment-là tout le monde sur un 5 ans, un an puis un trimestre. Et on a testé plusieurs outils. On a testé Align, on a testé Tabilité également. On a été longtemps dans des fichiers Excel pour tenter de bien manœuvrer nos priorités trimestrielles. Et là, l'outil ANAP qui correspond le mieux à notre besoin, puis probablement que l'outil que tu parles est à un niveau plus élevé que ce qu'on nous on utilise, mais on a adapté des modèles dans ClickUp. On est sur cet outil-là de notre côté. Je pense qu'il y a un petit peu vous autres aussi de votre côté également. Et on a réussi à centraliser à ce moment-là toutes nos priorités trimestrielles et on voit par équipe c'est quoi l'avancement, c'est quoi les focus, puis l'ensemble de l'organisation, c'est quoi les vélocités. Je pense que c'est intéressant de voir comment vous le faites, comment nous on le fait, puis il y a des petites parcelles, je pense, qui sont toujours bénéfiques de bonifier des deux côtés, là. Si je peux ajouter, tu sais, nous aussi, on utilise beaucoup ClickUp. Ça, c'est peut-être quelque chose à éviter. Nous, on utilise ClickUp plus pour ce qui est day-to-day, donc surtout au niveau administration. Donc, par exemple, vraiment des tâches au niveau, mettons, RH, par exemple, au niveau finance, niveau marketing, etc. Nos tâches, on fait tout le suivi dans ClickUp, même un peu au niveau du dev. Le dev, principalement, on utilise Jira, mais tout ce qui est un peu méta au dev, là, donc par exemple, des déploiements, des mises à jour de librairies, des choses qui sont un petit peu plus high-level au niveau du dev. Tout ça va se passer dans ClickUp. Puis ça, c'est un pitfall à éviter un peu avec un framework de OKR, c'est qu'il faut pas que ça devienne non plus une liste de tâches. Donc, on fait un peu la différence entre un objectif, un key result, puis aussi les tâches qui sont à accomplir. Mais de ce que je comprends, vous autres, c'était vraiment les objectifs qui étaient dans ClickUp. Mais nous, on a quand même fait la différence entre les deux pour s'assurer que les objectifs restent le plus relevant puis le plus high level possible pour s'assurer que la vision, c'est pas juste une liste de tâches qu'on va check. Parce que un autre élément, c'est d'éviter d'avoir des objectifs qui sont trop faciles à atteindre, parce que sinon c'est pas assez ambitieux, puis ça va un peu créer un ralentissement. Tu sais, qu'est-ce qui arrive si après un trimestre complet, on atteint tous nos objectifs? Il y a comme c'est pas assez grand à mon avis. C'est un peu ça que le framework prescrit aussi là. C'est vraiment de viser quelque chose qu'on va pas atteindre à 100%. Souvent, il est prescrit de viser quelque chose qu'on va atteindre à 70, 75, 80% pour que justement il y ait toujours un peu place à l'amélioration et qu'on puisse toujours se surpasser. Tu sais, si on atteint toujours les attentes, on peut pas les surpasser là. Donc c'est un peu ça la vision derrière ça. Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2co.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2co.com, donc DEV, le chiffre 2, CEO.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez intégré ce concept-là par vous-même ou vous avez pris un coach de l'externe pour aider à faire démarrer la roue plus structurée? Puis qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui écoutent s'ils veulent implanter le principe d'OKR? Nous, on le fait à l'interne. On n'a pas eu de coach par rapport à ça. Donc, je pourrais pas dire la différence. C'est sûr, nous, ça a pris du temps avant qu'on ait une bonne structure. On a fait quelques erreurs, là, comme j'ai mentionné. Une erreur, par exemple, c'est que les OKR, faut s'en définir un maximum de 5, mettons. Puis même 5, je trouve que c'est beaucoup.
On a fait l'erreur, la première fois qu'on a fait l'exercice, on en avait mis 20 par département. Puis là, c'est là qu'on était un peu tombé aussi dans la liste de tâches. C'est que s'il y a trop d'objectifs qui sont définis pour un même trimestre, les gens les perdent de vue. T'sais. Si on est arrivé il arrive un peu ce que je mentionnais tantôt. On arrive dans une rencontre stratégique à la fin d'un trimestre, on fait le retour sur les objectifs, puis les gens avaient oublié un objectif complètement ou il y en avait tellement qu'il y avait pas de focus. Donc, si on ramène ça à la base, le but de ça, c'est de déterminer le focus. Donc, faut vraiment se concentrer sur quelques éléments, mais pas tous les éléments. Anyway, on arrive à la fin du trimestre et on se rend compte qu'on a accompli très peu par rapport à ce qu'on voulait faire. Et au niveau des pièges à éviter, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête ou même comment s'assurer de l'adoption au maximum de l'équipe de cette technique de management-là? Comme je mentionnais, en faire le moins possible. Commencer petit à petit. Peut-être pas nécessairement intégrer ça dans toutes les équipes, tous les départements du même coup. Nous, on a commencé un petit peu plus high level, puis tranquillement, on fait descendre ça dans les équipes. Il y a des équipes qui sont comme 100% ils utilisent les OKR. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus progressif. Même aujourd'hui, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement dans l'équipe qui est encore 100% avec des objectifs. Donc, c'est un de nos objectifs justement de rendre l'adoption de ça au complet. Je te dirais, niveau admin, c'est 100% mis en place. Niveau développement, c'est un work in progress en ce moment. Là. Comme tu mentionnes, oui. Je te donne un petit peu de comment ça fonctionne de notre côté parce qu'on est quand même, je dirais, pas mal similaires. Là. Nos développeurs sont sous Jira pour ce qu'ils ont à faire comme tâche de production, tout ce qui est amélioration de nos procédés, puis contribution à des buts d'organisation qui est en dehors de la prod, c'est dans ClickUp. Puis là, on a mis la couche à ce moment-là de suivi des objectifs dans ClickUp. Donc, ClickUp sert à donner qu'on voit où la vision puis les focus, mais c'est découpé effectivement en sous-tâches là-dedans. Mais on a des gens de notre côté qui sont en production, qui baignent pas souvent dans ClickUp. Mais là, les tâches sont dans ClickUp. Donc, il y a quand même un enjeu de partir du haut management puis d'amener ça jusqu'en production à ce moment-là et que tout le monde soit capable d'être sur la même page en termes de capacité d'exécution parce que c'est pas tout le monde qui est dans le même outil. Puis c'est probablement la même chose de votre côté, un développeur qui est toujours dans Jira. Le système de suivi des OKR, il baigne pas là-dedans tous les jours, alors que toi, Brandon, tu dois te connecter là-dessus pratiquement à chaque jour ou à chaque semaine. Fait que c'est plus facile pour toi de te l'approprier puis de bien manœuvrer dans tout ça. Là. Fait qu'il y a quand même ce défi-là de chacun des postes. Plus qu'on se rapproche du côté technique ou production, plus que c'est difficile à s'approprier les outils puis d'avoir un haut niveau d'adoption. Là, alors qu'on aurait besoin de l'inverse en termes de fonctionnement d'entreprise. Là. Exactement. Puis une autre chose, c'est de s'assurer le plus possible de l'adoption, là, comme tu le mentionnes. Nous, on l'intègre au one-on-one, on l'intègre aux évaluations, puis on l'intègre à nos rencontres trimestrielles. Donc, par exemple, en one-on-one, encore là, le logiciel qu'on utilise nous permet, dans un one-on-one, de voir rapidement c'est quoi les objectifs de la personne, où elle est rendue, est-ce qu'elle les a mis à jour. Si elle les a mis à jour, est-ce qu'elle est on track, est-ce qu'elle est en arrière sur où on devrait être rendu par rapport à cet objectif-là, par rapport au deadline qu'on a défini. Puis, après ça, dans les évaluations, notre processus d'évaluation nous permet, dans le dernier épisode, je parlais que chaque compétence, selon le niveau de la personne, est évaluée. On évalue aussi chaque objectif qui avait été défini à cette personne-là. Est-ce qu'on a des commentaires? Comment on juge que cet objectif-là a été atteint par la personne? Donc, ça nous permet quand même de faire un suivi puis de pas oublier, par exemple, dans une évaluation annuelle que peut-être que dans les premiers mois de l'année, il s'est passé quelque chose. C'est juste que souvent, une évaluation se souvient des quelques derniers mois, mais on se souvient pas nécessairement de l'année au complet. Donc, les objectifs, même s'ils sont accomplis, ça nous permet de revenir, dire cette personne-là a fait ça peut-être au mois de janvier, mais on l'évalue juste en octobre, par exemple. Donc, c'est de pas avoir peur d'intégrer ça dans ces processus-là. Et je pense qu'un bon coup que vous avez fait de votre côté qui aide à l'adoption du système de OKR, plutôt de la méthode de gestion d'OKR, c'est l'outil que vous avez choisi vous permet justement, en plus de manager ça, de manager les matrices de compétences. Là, il y a plus qu'un processus qui est géré là-dedans qui fait que vous avez quand même un certain flow, comme tu dis, que vous allez dans l'outil puis les gens se l'approprient. Ça ne sert pas juste au OKR. Si c'était juste pour ça, probablement que là, ça serait un enjeu. Donc, on pourrait amener ça dans la tranche des bonnes pratiques, d'avoir un outil comme Lattice qui, à ce moment-là, va aller chercher un peu plus loin. Puis dans le un peu plus loin, il y a un rythme
discipliné d'aller dans l'outil qui est les one-on-one, les hebdos, les trimestriels, peu importe, les mensuels. Exact. Donc, ça l'amène une prise en main plus efficace, là. Exact. Puis un autre point pour assurer l'adoption, puis assurer que les gens soient le plus possible au courant de ce qui se passe, ben c'est dans la liste, quand on update un objectif de compagnie ou en fait un objectif public, tous les gens sont notifiés. Donc, par exemple, j'update un grand objectif d'entreprise, je le mets à jour. Tout le monde va savoir que cet objectif-là a été mis à jour. Puis nous, ben, on prend le temps aussi lors de nos rencontres trimestrielles. À chaque trimestre, on fait une rencontre avec toute l'équipe où on présente justement les différents accomplissements, on fait certaines annonces, puis on fait aussi un retour sur les objectifs. Donc, chaque département prend quelques minutes, dire OK, ben on avait tel objectif pour ce trimestre-ci. Voici les résultats ou voici où on en est par rapport à ça. Si c'est still in progress ou si finalement c'est un objectif qu'on abandonne, parce que ça peut arriver qu'on abandonne certains objectifs, là. Comme je disais, c'est pas tous des objectifs qu'on veut nécessairement avoir check à chaque trimestre. C'est certains objectifs qui peuvent être de plus longue haleine. On peut entraîner certains sur différents trimestres. On peut en abandonner si jamais on se rend compte que ça fait pas de sens suite à ce qu'on a essayé. On peut changer de cap. Une entreprise, on change de cap souvent. Donc, et c'est un bon point que tu mentionnes de ton côté. Faut pas avoir peur en cours de route, exemple pendant le trimestre ou pendant l'échelle de temps qu'on s'est donné, d'abandonner certains éléments. On a été longtemps, nous autres, dans notre entreprise chez OpenMind, à dire faut finir ce qu'on a commencé. Puis on se rendait compte à la fin du trimestre, mais mon Dieu, pourquoi qu'on a fini ça? On avait autre chose d'urgent ou quelque chose qui est devenu plus important en cours de route. On aurait dû mettre une pause là-dessus puis voter sur autre chose. Fait que je pense que c'est une bonne pratique en cours de route de réviser. Est-ce que c'est toujours pertinent qu'on focus là-dessus? Est-ce qu'il y a des variables qui ont changé qui fait qu'il faudrait prioriser ou redéprioriser? Et trouver la mince ligne entre we need to stick to the point sur quoi qu'on s'est engagé, parce que des fois, c'est facile de se défocuser, mais faut pas faire quelque chose qui finalement ne servira pas au bout de la ligne. Donc, il faut trouver cette balance-là. Nous autres, de notre côté, je dirais, il y a à peu près un 10 à 15% des objectifs trimestriels qu'on se donne qui, généralement, va tomber en pause, en stand-by, puis qu'on va aller remettre dans le backlog en cours de route. Pour un paquet de raisons, ça peut être que cet objectif-là était donné à des gens qui étaient en production, qui avaient un peu de temps disponible, puis finalement, il y a un beau mandat qui s'est signé ou un client qui a décidé d'augmenter sa capacité. Et là, ben, on veut livrer de la valeur au client, on veut s'assurer d'être disponible en premier, customer first. Donc, on vient reprioriser le temps à ce moment-là sur la production, ce qui met cet élément-là dans le backlog ou sur pause. Fait qu'il faut rester quand même flexible en cours de route, mais faut pas trop s'éparpiller non plus. Puis il faut finaliser une bonne partie de ce qu'on fait au bout. Fait que nous, notre côté, c'est à peu près là, un 10 à 20% en moyenne que je vois dans ce qu'on met à chaque trimestre qui peut tomber au ballottage en cours de route, là. Exactement. Puis un autre point aussi, c'est de prendre le temps de bien les définir, ces objectifs-là, là. Pas simplement sur un coin de table dire on va faire ça. Puis prendre le temps de définir, est-ce que mon objectif, c'est un vrai changement? Est-ce que ça change quelque chose ou c'est juste quelque chose qu'on fait pour parce que ça paraît bien ou parce que on pense que ça peut avoir un changement? Est-ce que ça va vraiment avoir un changement? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ce changement-là va créer de la valeur, va avoir un impact sur l'entreprise, sur la façon dont on fait les choses, parce qu'au final, sinon, pourquoi on veut s'embarquer là-dedans, là? Puis après ça, une fois qu'on a un bon objectif, comment on définit des bons key results? Est-ce que ça se mesure avec un chiffre? C'est sûr, le plus possible, on veut viser des choses qui sont objectives, comme on mentionnait dans le dernier épisode. Le moins possible de subjectif, ça peut arriver du subjectif, mais on essaie d'en avoir le moins possible. Puis au final, est-ce qu'il y a une finalité? Donc, comme je mentionnais au début de l'épisode, versus un KPI, par exemple, un OKR, c'est supposé être fini un moment donné. C'est pas supposé être quelque chose qu'on traîne pendant 5 ans. C'est supposé être un objectif qu'on définit. On dit, OK, on le fait ce trimestre ou cette année, mettons. Mais à la fin, selon les key results, si on les coche toutes, c'est que on a atteint l'objectif, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux éléments. C'est pour ça que les deux éléments sont mis ensemble. Parce que si tu as juste un objectif, tu as la vision, mais tu n'as pas vraiment l'exécution. Donc, c'est le fun de dire, OK, on va être le meilleur endroit où travailler au Québec. OK, mais comment on va se rendre là? Fait que là, c'est là que c'est important de mettre des key results. Ou à l'inverse, si on fait juste des éléments un peu disparates sans avoir d'objectifs qui les rassemblent, t'as une liste de finalités que tu veux atteindre, mais t'as pas vraiment de raison de pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas d'autres choses. Donc, c'est vraiment important de les amener ensemble, de s'assurer qu'on a des objectifs et des key results qui font du sens. T'sais, si je peux donner un exemple, par exemple, un objectif qui serait pas bon, c'est de dire, OK, on veut atteindre nos objectifs de vente. OK,
ça représente pas vraiment de changement parce que c'était nos objectifs. Puis ça n'a pas nécessairement de grande valeur parce que on atteint les objectifs qui étaient prévus. Un bon objectif, ça serait plutôt de dire on veut des ventes records, par exemple, ce mois-ci ou ce trimestre-ci. Mais là, c'est un changement parce que justement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis ça a quand même une grande valeur de faire des revenus records, par exemple. Un exemple par exemple de Key Result. Un key result, ça pourrait être de dire, on pourrait penser à dire, on va lancer une campagne Google Ads. OK, est-ce que c'est mesurable de dire on lance une campagne Google Ads? C'est pas mesurable. Puis est-ce que c'est une finalité? Non, parce que une fois qu'on la lance, la campagne, on veut idéalement qu'elle marche. Puis si elle marche, on l'arrêtera pas, donc c'est pas une finalité. Un key result qui serait peut-être intéressant par rapport à ça, c'est de dire, à place, on veut générer X leads, ou même encore mieux, on veut générer X clients. Parce que, justement, des leads, c'est pas nécessairement une finalité encore là, parce que tant qu'ils n'ont pas signé avec ton entreprise, c'est un autre sujet, là. Mais c'est un KPI qui est mesurable, puis qui est un point final parce qu'il y a une date d'échéance. Vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, est-ce que, Brandon, tu as des livres à recommander, des formations, Udemy, YouTube, peu importe, des webinaires? Ça demande quand même une certaine connaissance, une certaine compréhension, fait qu'on suggère souvent d'aller se documenter un peu plus. Curieux de savoir si tu as des sources à partager, là. Oui, de mon côté, encore là, Lattice fournit une panoplie d'articles, de webinaires, de white papers sur tout plein de sujets au niveau des performances. D'ailleurs, si vous cherchez de la documentation par rapport au OKR, il y a des excellents livres qui permettent d'en savoir plus là-dessus. Mais c'est même mentionné dans ces livres-là, la meilleure façon d'être bon là-dedans, c'est d'en faire. Donc, comme je mentionnais, c'est un processus itératif. Donc, d'un trimestre à l'autre, on va noter les bons coups, les moins bons coups, puis on va s'assurer de se rendre à faire des meilleurs OKR de mois en mois. Très pertinent, Brandon. Merci beaucoup du partage. S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur Récursive, ton entreprise, qui veut jaser un petit peu avec toi, j'imagine, encore une fois, LinkedIn, pour aller te rejoindre. Et donc, Brandon Roberge, le lien va être dans les notes de l'épisode. Sinon, directement sur le site de Récursive, donc recursyve.io. Corrige-moi, Brandon, si jamais je l'ai mal éplé. C'est bien ça? C'est bien ça. Fantastique. Yes. Excellent. Merci, Brandon, de ta générosité pour parler un peu des OKR. C'est toujours un sujet qui est parfois flou pour certains entrepreneurs ou certains dirigeants d'entreprise. Je pense que ça peut probablement inspirer des startups, des équipes de développement à tester cette mode de fonctionnement-là. Merci de nous ouvrir un petit peu comment ça fonctionne de ton côté. On va fort probablement te réinviter à venir jaser de temps à autre si ça t'intéresse. Je pense que tu as du bon contenu à partager. Puis c'est toujours plaisant de parler avec des partenaires ou d'autres gens dans l'industrie, voir comment ça se passe et ouvrir un petit peu les portes de nos entreprises pour inspirer puis apporter de la valeur dans d'autres entreprises au bout de la ligne. Donc, merci Brandon, très apprécié. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Voici ce que je retiens de ma discussion avec Brandon cette semaine en rafale. Donc, si on pense à OKR, O pour la vision, KR pour le comment et la métrique. Commencez avec une petite bouchée si vous pensez intégrer ce concept et on recommande d'avoir au maximum 5 OKRs dans votre organisation. L'outil de suivi est extrêmement important. Cet outil-là doit être simple, efficace et vous obliger à y aller de manière récurrente et disciplinée. Donc, c'est important peut-être que cet outil-là serve à quelque chose d'autre dans votre organisation pour avoir une belle prise en main et une visite récurrente dans cet outil-là pour maximiser l'implantation. Et comme on l'a vu avec Brandon, c'est possible d'intégrer le concept d'OKR de manière autonome, donc sans avoir recours à un coach ou à une toute autre aide externe pour l'implantation dans votre organisation. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage ou votre abonnement. Donc en ce sens, si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, prenez un petit 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Vous êtes plusieurs chaque semaine avec qui j'ai la chance d'entretenir les discussions. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.